L'Angleterre de 1453 est un royaume en ruine. Les récoltes échouent. Les impôts écrasent le peuple, la peste rôde encore dans les villes, et au sommet de l'État, le roi Henri VI s'enfonce dans une folie silencieuse qui paralyse le gouvernement. Dans les grandes salles aux murs tapissés d'or, la noblesse murmure que la couronne vacille. Dans les ruelles, les paysans craignent la guerre civile. Et dans cette atmosphère de peur et de complot, le destin d'une fillette va basculer. Elle n'a que 13 ans, mais son ventre portera bientôt un héritier qui changera à jamais l'histoire de l'Angleterre. Elle s'appelle Margaret Beaufort, et sa vie sera une marche lente, douloureuse et implacable vers la fondation d'une dynastie. Margaret est née dans une lignée puissante, mais entachée. Les Beaufort descendent de Jean de Gand, fils d'Édouard III, mais leur sang porte la marque de l'illégitimité. Une légitimation royale a effacé la honte sur le papier, mais jamais dans les esprits. Aux yeux de beaucoup, les Beaufort ne sont pas de vrais héritiers. Pourtant, en Margaret, une unique héritière, se concentre une fortune immense et un lien direct avec la lignée des rois. Dès son enfance, on la voit comme un instrument, un pion précieux à placer sur l'échiquier de la guerre civile. Elle n'est pas élevée pour rire ni pour rêver. On la prépare à être une monnaie d'échange, une clé vers le trône. À moins de 10 ans, on la marie à John de la Pole, héritier d'un puissant duc. Mais le mariage est annulé, sans qu'elle comprenne vraiment pourquoi. Elle apprend très jeune que son corps et son avenir ne lui appartiennent pas. La mort de son père la laisse encore plus vulnérable. Son protecteur, le duc de Suffolk, tombe en disgrâce, accusé d'avoir perdu la Normandie et d'avoir ruiné la couronne. En 1450, il est capturé par des marins, son corps percé d'épées, sa tête tranchée et jetée à la mer. L'enfant Margaret entend ces récits d'horreur. La mer qui recrache un cadavre mutilé, le sang qui tache les vagues. Elle comprend que personne n'est à l'abri, que le pouvoir est une lame à double tranchant. 3 ans plus tard, la guerre des 2 roses éclate. Les partisans de la maison de Lancastre, à laquelle appartiennent les Beaufort, affrontent ceux de la maison d'York. Le royaume est divisé, les batailles se succèdent, et dans ce climat de fer et de sang, on décide de son sort. En 1455, à seulement 12 ans, Margaret est donnée en mariage à Edmund Tudor, le demi-frère du roi. Il a 26 ans. Pour lui, ce mariage est une opportunité. En Margaret, il voit un sang royal et une fortune. Pour elle, c'est une condamnation. On l'arrache à tout ce qu'elle connaît. On la conduit vers l'ouest, au pays de Galles. Les châteaux où elle doit vivre sont froids, humides, isolés. Les murs transpirent d'humidité. Les corridors sentent la pierre et la cendre, et le vent siffle comme une plainte à travers les meurtrières. Margaret, frêle et silencieuse, est prisonnière d'un rôle trop lourd pour ses épaules d'enfant. Mais la guerre ne lui laisse aucun répit. Edmund part combattre pour son roi. Capturé par les Yorkistes, il tombe malade en captivité, victime de la peste ou de la dysenterie. Les chroniques divergent, mais toutes s'accordent. À 26 ans, il meurt dans sa prison. Margaret est veuve. Veuve à 13 ans, enceinte d'un mari qu'elle n'aura guère connu. La solitude s'abat sur elle comme les tempêtes hivernales sur les collines galloises. Sans mari, sans allié puissant, avec un enfant qui grandit dans un corps encore trop jeune, elle affronte l'hiver le plus terrible de sa vie. À Pembroke Castle, en février 1457, le vent hurle contre les murailles, la pluie martèle les toits et le froid s'infiltre jusque dans les chambres. Dans une pièce mal éclairée par la lueur vacillante des chandelles, Margaret entre en travail. 13 ans, trop tôt. Son corps n'est pas prêt. Ses hanches sont trop étroites, ses os encore fragiles. Chaque contraction est une torture. Les sages-femmes murmurent des prières, serrant des croix entre leurs doigts. On entend ses cris résonner dans la pierre, chaque hurlement plus faible que le précédent. Les heures s'étirent, interminables, au point qu'on craint pour sa vie. Puis enfin, dans un silence tendu, un cri éclate. Mais ce n'est pas celui de Margaret, c'est celui d'un enfant. Un petit garçon, Henri Tudor. Cette naissance, loin d'être une victoire, est une tragédie. Margaret survit, mais à un prix terrible. Son corps est brisé. Elle ne pourra jamais porter un autre enfant.
13 ans, et déjà sa maternité est un champ de ruines. On la voit épuisée, le visage pâle et figé, regardant ce nourrisson qui est tout ce qui lui reste. Elle ne l'élèvera pas elle-même. Comme le veut la coutume, l'enfant est confié à son oncle, Jasper Tudor, qui devient son protecteur. Mais pour Margaret, ce n'est pas une séparation. C'est une promesse. Chaque prière, chaque décision, chaque pensée sera désormais pour lui. Elle accroche à l'idée que Dieu lui a confié une mission sacrée, protéger Henri, et un jour, lui donner une couronne. Elle se plonge alors dans la religion. Ses contemporains la décrivent comme austère, pieuse jusqu'au fanatisme. Elle prie sans relâche, jeûne, finance des monastères. Mais derrière cette foi brûlante se cache une volonté de faire, car Margaret N. oublie jamais, elle, essentielle. Henri est le dernier espoir de la maison de Lancastre. Dans un royaume ravagé par la guerre civile, il est un pion, mais aussi une arme, et Margaret sera la main qui le guidera. Les années passent. Margaret se remarie, mais ces unions ne sont plus des histoires de cœur, ce sont des alliances calculées. Chacun de ses pas est une stratégie pour protéger son fils. Quand Henri doit s'exiler en Bretagne pour fuir ses ennemis, Margaret entretient la flamme. Elle complote, elle négocie, elle prie. Chaque victoire de York, chaque défaite de Lancastre ne fait que nourrir son obsession. Elle attend son heure. Elle prépare dans l'ombre le retour de son fils. Et finalement, en 1485, après des décennies de lutte, Henri débarque en Angleterre. Sur le champ de Bosworth, il terrasse Richard III et ceint la couronne. Henri VII, roi d'Angleterre, le fondateur de la dynastie Tudor. Mais ce triomphe n'est pas seulement le sien. Dans chaque coup d'épée, dans chaque manœuvre, dans chaque victoire, résonne l'ombre de Margaret. C'est elle qui a tout sacrifié. Elle qui, à 13 ans, a connu la douleur, la solitude, la peur de mourir en couche. Elle qui a transformé son corps brisé en volonté inébranlable. Sans elle, Henri n'aurait jamais survécu, jamais triomphé. La dynastie Tudor est née dans le sang, les larmes et les prières d'une enfant-mère. Margaret Beaufort restera dans l'histoire comme l'architecte silencieuse d'un royaume. Pas une reine, mais une force invisible, pieuse, implacable. Elle n'a jamais cessé de croire que son fils était destiné à régner. Et elle avait raison. Mais le prix de ce destin, elle l'a payé dès l'âge de 13 ans, une nuit glaciale de février, dans une chambre obscure de Pembroke Castle. De sa douleur est né un roi, et de son supplice, une dynastie.